Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Vox Live. Alors, permettez-moi de commencer cette émission avec une citation très importante. L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Parole dite par Nelson Mandela. Et je peux continuer avec un enfant, un enseignant, un livre et un stylo peuvent changer le monde. Voilà une citation aussi de l'activiste Malala Yousafzai. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Vous ne me contredirez pas lorsque je vous dis que chaque Africain souhaite un développement de son continent, souhaite une Afrique prospère. Et pour cela, il faut forcément avoir des enfants, des hommes, des femmes éduqués, formés pour pouvoir finalement répondre aux défis du continent africain. Mais où en sommes-nous dans les systèmes éducatifs africains? Eh bien, c'est la question qu'on pose aujourd'hui à nos différents invités. Alors, ils sont ici présents. Nous avons Dr Tchefin Sissoko. Bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de Vox Live. Vous êtes maître de conférence en sciences de l'éducation. Je continue avec Cédric Yamgé. Vous êtes fondateur du think tank 50 Afrique. Bienvenue à vous. Et nous avons Dr Alfred Sawadogo. Donc vous êtes docteur en télécommunication, co-initiateur du Emeraude BF. Bonjour. Alors, les systèmes éducatifs sur le continent africain, et oui, forcément, c'est une question qui vous parle parce que vous avez tous un pied dans l'éducation, que ce soit aussi bien en Occident, en Europe, que sur le continent africain. Mais maintenant, nous, on va s'intéresser à l'Afrique. On sait très bien que le continent africain ne pourra pas se développer si les systèmes éducatifs ne sont pas réformés. Pourquoi ? Tout simplement pour donner naissance à des hommes, des femmes panafricains et éclairés. On est d'accord sur ce point-là? Tout à fait. Super. Tout à fait. Et je dirais même que le panafricanisme doit être au cœur de nos systèmes éducatifs, sur plusieurs points économiques, culturels, historiques aussi. Et voilà. Mais c'est un sujet qui est très important puisque le monde évolue en fait très rapidement et les citations que vous avez introduites là à l'entente de ce débat sont intéressantes. La question c'est l'arme en fait puisque le monde il évolue très rapidement donc ça veut dire que aujourd'hui les ressources sont de plus en plus rares. Et que maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une intelligence pour faire mieux, pour aller plus loin, pour aller plus fort. Et donc, quand on voit les crises internationales, ce qui se passe dans le monde, on voit bien que si on ne répond pas avec les bonnes armes, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire l'intelligence, puisque ce n'est pas les richesses naturelles, hein, on se glorifie d'avoir des richesses naturelles dont il faut, mais ce qu'il faut, c'est l'intelligence pour transformer ces richesses naturelles. Donc, oui, aujourd'hui, il est temps, en fait, de lever, en tout cas, le voile sur cette situation, ce qui se passe dans nos pays, puisque quand on va regarder, quand on va faire le tour de ces États, notamment les États du Sahel, eh bien c'est assez compliqué aujourd'hui. Quand on regarde quand on fait le bilan du système éducatif, c'est assez compliqué. La situation est alarmante. Je dirais même que je vais utiliser la métaphore militaire, je vais dire que c'est une bombe à retardement, ce qui est en train de se passer dans les États du Sahel, parce que quand on regarde l'histoire pendant plusieurs décennies, plus de 4 décennies de combat de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation pour favoriser l'EPT, l'éducation pour tous dans tous les États. Donc ça veut dire qu'on a fait des progrès, on a accompli des progrès en termes de scolarisation de base, on a accompli des progrès en termes de scolarisation secondaire, mais en fait les crises de ces dernières décennies, de ces 15 dernières années, notamment des États du Sahel, on se rend compte que aujourd'hui, il y a un nombre important d'enfants qui ne vont plus. Quand on prend l'exemple du Mali seulement, il y a un nombre important d'enfants qui ne vont plus du coup à l'école parce que les établissements sont fermés, parce que la raison sécuritaire, parce que l'existence de groupuscules. Et bien donc on est aujourd'hui, les statistiques montrent, le professeur Lamine Savané qui a fait les études là-dessus, il montre que plus d'un demi-million d'enfants ne vont pas à l'école. Et un demi-million d'enfants qui ne vont pas à l'école, c'est une bombe à retardement pour les pays du Sahel, mais pour le monde, j'ai envie de dire. Pour l'Afrique, dans un premier temps, et le monde entier, on est totalement d'accord. Alors, le sujet de l'éducation, effectivement, c'est un sujet majeur, raison pour laquelle nous avons publié le 24 janvier dernier, à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, un papier justement sur la question. Nous avons mûrement réfléchi et nous avons voulu porter à l'attention de l'opinion publique nos pensées là-dessus. Et pour nous, en fait, le système éducatif africain est caractérisé essentiellement par deux choses. La première, c'est, comme le mentionnait le docteur, c'est la relative faible offre éducative. C'est-à-dire que, je vais vous donner quelques chiffres, sur le plan mondial, on a à peu près
41% des enfants non scolarisés qui sont africains. Donc quasiment la moitié des enfants à l'école qui vont pas à l'école sont africains. Deuxième statistique, quand on prend le taux d'enrôlement dans l'enseignement supérieur, la moyenne mondiale se situe autour de 42%, et en Afrique, nous sommes seulement à 9%. Effectivement. Donc ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes pour dire qu'en réalité, si vous prenez les premières classes, il y a pas mal de scolarisation qui se font pour le CP1, le cours préparatoire, première année, etc. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une forte déperdition scolaire. Au fur et à mesure qu'on avance, on perd beaucoup de personnes. Je vous donne des exemples encore pour illustrer. Si vous prenez 5000 enfants qui naissent, j'ai fait des simulations avec des chiffres qui ont été donnés par l'UNESCO et la Commission de l'Union africaine. Les chiffres montrent que sur 5000 enfants qui vont naître, il y a 4100 à peu près qui seront scolarisés. Sur les 4100 qui vont au CP1, à l'école primaire, on a à peu près 2700 qui vont arriver au premier cycle du secondaire. Sur ces 2700, nous avons à peu près 1100 qui vont arriver au second cycle du secondaire. Et pour l'université, vous avez à peu près 260 qui vont arriver à l'université. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a une forte déperdition scolaire pour plusieurs raisons. Il y a notamment le fait que voilà, les parents n'aient pas les moyens, etc. On va essayer de les expliquer ici sur voilà, le plateau. on aura l'occasion de revenir là-dessus. Voilà, donc ça c'est le premier aspect. Donc la première caractéristique du système éducatif, c'est la relative faiblesse de l'offre éducative. Deuxième aspect qui est très important également pour moi, c'est la faible employabilité des produits de l'école africaine. Et c'est sur ce point que nous avons mis plus l'emphase parce que j'ai interrogé un peu l'adéquation entre la formation et l'emploi dans nos pays et je me suis rendu compte que le lien n'est pas si évident que cela. Exactement. La raison, c'est que nous avons beaucoup de chômage dans nos pays et quand vous regardez les chiffres, je prends les exemples du Burkina et du Cameroun. Pour le Burkina Faso, les universités déversent à peu près dans le marché chaque année 20 000 à 30 000 diplômés. Et sur ces 20 000 à 30 000, on a à peu près 4 000 à 5 000 qui vont trouver du boulot. Soit un taux d'insertion inférieur à 20%. Inférieur à 20%. Première chose. Je vais citer 3 éléments si vous permettez. Deuxièmement, le programme national de développement économique et social, qui était le référentiel de développement au Burkina Faso dans les années 2015, indiquait qu'un diplômé de l'enseignement supérieur mettait en moyenne 5 ans avant d'avoir son premier emploi. Cette fois-ci, allons au pays de mon ami qui est assis au Cameroun. L'Institut national de statistique a montré que ceux qui sont allés à l'école, justement, ont 5 fois plus de chances de chômer que ceux qui ne sont pas allés à l'école. D'accord. Je vous assure que lorsque j'ai vu ces chiffres, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup analysé. Et c'est là que j'ai compris que l'origine de ce hiatus, de cette dichotomie, c'est justement le fait qu'il n'y ait pas de lien entre la formation et les besoins de l'économie. C'est-à-dire qu'on forme majoritairement, les chiffres montrent qu'on forme à peu près 80%. On forme quoi, des chômeurs finalement? Voilà, en gros, on forme 80% de personnes qui sont dans la littérature, les sciences humaines et sociales, et 20% qui sont dans les STEM, ce qu'on appelle sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Alors que justement, le marché a besoin de ces techniciens, ces ingénieurs et ces scientifiques, mais comme on ne les forme pas assez, et qu'on forme plus de littéraires, les littéraires sortent. Avant, les littéraires étaient employés par la fonction publique. Donc, ce qui faisait qu'ils avaient une sortie garantie, mais maintenant, ce n'est plus le cas, donc c'est le chômage, malheureusement. On est totalement d'accord. Je vais donner la parole à vous, Cédric Yamjeu, donc vous êtes le fondateur du think tank 50 Afrique. Tout à fait. Donc, rapidement, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce think tank? Alors, think tank 50 Afrique, c'est un cercle de réflexion qui est composé de scientifiques, aussi de docteurs, dont le but, c'est de soumettre des recommandations, en particulier pour l'éducation en Afrique. Et justement, on s'est rendu compte que pour les chiffres, on est 1 milliard d'Africains sur la planète. D'ici 2063, sur l'Union africaine, on sera 2 milliards. La moitié sera jeune. Donc 1 milliard. Qu'est-ce qu'on doit faire pour eux? Comment on doit faire pour former en fait ces jeunes qui vont représenter justement une bombe à retardement? Donc, on est parti du principe que c'est ça le constat qu'on se pose, c'est comment on va faire. Il y a plusieurs solutions qu'on pourra aborder, mais je dirais que, comme l'a dit mon confrère, mon compagnonniste, le gros problème, c'est l'adéquation entre l'offre et l'emploi. C'est-à-dire que la formation de nos jeunes, en fait, plus axée sur les matières littéraires, c'est vrai qu'on a besoin de littéraires, mais trop sur les matières littéraires et autres, que sur les matières scientifiques, techniques, où le marché demande plus on va dire de main de qualifiés. Bien sûr. Donc vous l'avez dit, vous faites des recommandations oui. Pour qui? Alors on fait des recommandations pour la société civile, pour les groupes patronaux et aussi dans certains, à travers aussi des débats publics, à travers des forums, mais aussi à travers certaines audiences qu'on a la possibilité justement de recommander.
Oui. Les États? Oui, avec des ministères. D'accord. Mais est-ce que vous êtes écouté, pour le coup, vous analysez le marché? La question, finalement, je vous la pose à vous trois. Vous connaissez le secteur, le système éducatif africain. Vous n'êtes pas le seul. La sonnette d'alarme est tirée depuis très longtemps. Et est-ce que vous vous sentez écouté lorsque vous allez voir donc, les autorités publiques en leur disant « attention, attention ». Et je pense que ça fait déjà des décennies qu'on leur dit « attention ». Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi finalement ça ne fonctionne pas? Pourquoi finalement ça n'avance pas? Allez-y. Bon, c'est une question très importante puisque vous avez cité nos actions sur place. Hein. Avec nos organisations, le Petit Stylo Fondation, on en a parlé une fois, une organisation qui travaille dans le domaine de l'éducation, et avec les organisations de diaspora aussi, on a écrit un certain nombre de livres, de livres sur le système éducatif africain, des constats sur le fonctionnement de ces systèmes éducatifs. Donc, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a un fossé entre les analystes et la décision politique. Parce que l'analyste, ce qu'il va observer et ce qu'il va préconiser, c'est des dimensions, enfin, c'est des perspectives sur le moyen et long terme. Tandis qu'au niveau politique, ce que l'on veut, c'est justement des effets immédiats. Donc, à partir de là, on est en déphasage complet sur les besoins de la société et puis surtout ce que l'on peut mettre en place. Mais on continue les engagements sur le terrain, puisque aujourd'hui, c'est vraiment très alarmant, cet écart, en fait, entre les besoins de la société, je vais dire comme ça, et le système de formation, le système d'éducation et de formation dans sa globalité. J'ai une spécialité, c'est l'analyse de l'activité pour concevoir des parcours de formation. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la plupart des pays développés, les programmes de formation ne sont pas des programmes qui tombent du ciel, première chose. Ce sont des programmes qui vont s'inspirer des réalités locales pour être conçus, pour être structurés, etc. Mais quand vous regardez, je vais vous donner un exemple sur ce qui s'est passé en Afrique il y a juste 10 ans. Les Européens ont décidé de penser l'harmonisation des études à l'échelle, au niveau européen. Donc ils ont mis en place ce qu'on appelle le système LMD, licence, master, doctorat. Et une fois qu'ils ont mis ça en place, c'est plusieurs années de construction, plusieurs décennies de construction, en fonction de leur réalité locale, eh bien nos pays, la plupart des États de l'Afrique de l'Ouest, se sont jetés sur ce système immédiatement. Dès la sortie, ils ont mis en place ce système, ils ont imposé ces systèmes au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Et c'est problématique? Pourquoi c'est problématique? C'est parce que c'est quelque chose qui a été pensé dans un contexte hors Afrique. Et donc, du coup, à un moment donné, on ne peut pas l'insérer sur les réalités locales, puisque ça ne s'inspire d'aucune donnée scientifique de terrain, etc. Ça, c'est la première chose que je dirais là-dessus. Mais la deuxième chose, et qui est pour moi très, très importante, c'est que dans la plupart de nos pays, on veut bien former en mathématiques, en physique, chimie, etc. Mais à un moment donné, il y a une masse qui a été formée dans d'autres domaines. Donc ça veut dire que ces vœux risquent d'être des vœux pieux. Pourquoi? Parce que les ressources humaines qui vont pouvoir accueillir, former, ne sont pas au rendez-vous. Donc ça, c'est un souci qui est majeur. Mais je dirais globalement, et ce qui m'amène à cette troisième raison de bon sens, c'est qu'on a tous parlé de la démographie, c'est-à-dire la crise démographique. Il y a une masse d'enfants, en fait, et il y a une masse d'enfants qui arrivent, même si les taux, les pourcentages sont encore pas, mais il y a une masse d'enfants qui va arriver dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement supérieur. Mais du coup, pour demain, comment accueillir et former cette masse? C'est là où toute la question se pose, en termes de stratégie, en fait, de conception des parcours de formation et des programmes de formation. Et ces programmes de formation, on pourra parler des astuces là-dessus. Il ne faut plus qu'on continue. Moi, je suis maître de conférence à l'université de Bamako, hein, donc je suis en poste là-bas, même si je suis en poste ici. Je suis en poste aussi à l'université de Bamako. Je le vois bien, il y a des filières traditionnelles qui existaient depuis la création des universités du Mali dans les années 1990, donc les universités du Mali, c'est 90, qui sont dans une forme de reproduction continuelle. C'est-à-dire on reproduit systématiquement les mêmes filières. Alors, si on reproduit les mêmes filières... c'est pas adapté au marché actuel, donc finalement... Souvenez-vous de notre introduction, on a dit que le monde évolue rapidement. Et si le monde évolue rapidement, les systèmes de formation doivent évoluer pour être en phase avec ces évolutions. D'ailleurs, en France, vous savez, les diplômes universitaires sont habilités pour 4 à 5 ans. Et au bout de 5 ans, ces diplômes ne sont plus habilités.
Donc, ça veut dire que les enseignants sont obligés de faire une étude des contextes, des environnements, des cheminements d'insertion professionnelle pour ensuite concevoir des programmes. Formation continue pour les... et formation continue pour les gens qui ont arrêté, qui sont allés dans le marché. Mais surtout pour les professeurs aussi, c'est-à-dire que... Bon, et donc du coup, malheureusement, dans nos contextes, on ne prend pas ça en compte. Dans nos contextes, on ne comprend pas toujours ces enjeux liés au développement des compétences, du coup, qui sont utiles pour la société d'aujourd'hui et pour la société, encore plus fortement pour la société de demain. Et ça, c'est le défi, en fait. Pour nous, exactement, c'est un très grand défi. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un déphasage entre les analystes, ceux qui proposent, et les politiques qui, eux, veulent des effets immédiats. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, pour moi, pourquoi les choses n'avancent pas comme on le voudrait? Je dirais qu'il y a certains enjeux qui ne sont pas clairement perçus. C'est-à-dire, si je prends le cas du Burkina Faso, je me suis amusé à consulter les discours du Premier ministre, des premiers ministres successifs du Burkina Faso de 2008 à peu près jusqu'à 2017, pour voir un peu le contenu, notamment pour ce qui est du volet éducatif. Et je me suis rendu compte que la plupart d'entre eux se vantaient tout simplement d'avoir construit 1000 écoles par-ci, 2000 écoles par-là. Et lorsque je parlais de la promotion de tout ce qui est éducation scientifique et technologique, lorsque je prends les discours de nos premiers ministres successifs, je me suis rendu compte que c'est à peine 2 lignes qui parlaient du contenu scientifique de l'éducation, de 2008 jusqu'à 2017. Et donc, il y a des enjeux qui ne sont pas clairement perçus. Et si une chose n'est pas clairement perçue, c'est difficile d'avancer là-dessus. Sur la question, ils parlent juste de promouvoir l'enseignement technique et professionnel. Voilà. Ils ont englobé ça dans un vocable assez vague, assez flou comme ça, si bien justement qu'on n'a pas observé de progrès sur le terrain. Et je vais finir par là. Le deuxième point aussi, c'est la faiblesse structurelle, en fait, de la gouvernance de nos États. En fait, nos États ont des failles structurelles qui font que, même quand une question est importante, elle n'a pas forcément le traitement qu'il faut. Au jour où nous parlons, si vous interrogez les agents de santé, ils ont des griefs qu'ils coltinent depuis 20 ans, 15 ans, ce n'est pas encore résolu. Si vous prenez les journalistes, ils ont aussi des griefs qui ne sont pas résolus depuis 15-20 ans. Donc c'est normal que sur la question de l'éducation également, ça n'avance pas comme on le voudrait. Donc c'est des failles structurelles qu'il faut corriger. D'accord. Mais encore une fois, je vais insister dessus, hein, c'est quand même très problématique. On sait, et quand on regarde ne serait-ce qu'aujourd'hui les champions asiatiques, on sait que ceux-ci se sont développés grâce à l'éducation. C'est-à-dire qu'on a le cheminement, on a la feuille de route, on a comment dire, les process qu'ils ont mis en place pour pouvoir avoir le développement souhaité. Donc pourquoi, qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur le continent africain? Est-ce qu'il y a un manque de volonté? Est-ce qu'on peut parler de manque de volonté? Justement, je pense que l'agenda politique de nos décideurs est complètement différent de ceux des analystes. Il y a les bons et les mauvais élèves. Je dirais que les bons élèves, c'est généralement ceux de l'Afrique anglophone, comme au Rwanda, où ils ont... Par exemple, l'une de nos recommandations, c'est l'instauration des langues nationales africaines. Ils ont mis en place le swahili et l'anglais. Ils ont même changé du français en swahili et en anglais. Ou encore au Nigeria, dans l'état de Lagos, Yoruba comme langue nationale. Et plus récemment, justement au Sénégal, le président a mis en communiqué comme quoi il veut refonder le système éducatif en mettant en avant les langues nationales au Sénégal. Et justement, une de nos solutions, c'est se baser sur les dragons asiatiques. C'est-à-dire en particulier Singapour, Hong Kong, mais surtout la Corée du Sud. Du Sud, bien sûr. Oui, parce que si on compare le PIB du Sénégal, le Cameroun par exemple, qui est en 1960, qui était de $39 par personne, aujourd'hui la Corée du Sud c'est 39 400 US$. Il y a une grosse différence, simplement parce qu'ils ont misé sur l'éducation. Et c'est important de dire qu'aujourd'hui, la Corée du Sud reçoit l'Afrique pour son intégralité, pour un sommet où elle va prêter, distribuer un peu d'argent. C'est quand même étonnant, alors qu'en 1960, comme vous le dites, ils étaient au même niveau. Ils étaient au même niveau. Ils ont appliqué un plan Marshall éducatif en misant à chaque fois entre 1999 et aujourd'hui 20 à 25% du budget de l'État sur l'éducation, particulièrement sur les sciences et technologies. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des champions mondiaux comme Honda, Huawei, en fait, qui sont de la Corée du Sud. Pourtant, c'est un pays qui est privé de ressources naturelles. Moi, je vais comparer, en fait, pas aller très loin. Je pense qu'il faut regarder, quand on prend l'Afrique, quand on prend l'Afrique comme ça et qu'on le structure, qu'on essaie de diviser, il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a en fait l'Afrique du Nord, il y a l'Afrique de l'Est, en fait, il y a l'Afrique centrale un peu avec la couronne qui descend, et puis l'Afrique du Sud. Donc quand vous regardez, j'ai regardé justement aujourd'hui, avant de venir, les classements des meilleurs établissements africains, pour voir dans le top
dans le top université mondiale déjà s'il y a les universités africaines. Alors du coup, dans le top mondial, les universités africaines arrivent, j'étais 200e place par là, donc, et les universités qui sont dedans, c'est les universités sud-africaines, donc en bas. Quand on prend en bas de l'Afrique, donc Afrique du Sud. Donc dans les classements uniquement, si on ne compare pas avec les autres, dans les classements uniquement des établissements d'enseignement supérieur donc en Afrique, donc c'est Afrique du Sud qui arrive dans les 4 universités, les top 4 des meilleures universités, c'est Afrique du Sud, c'est suivi de l'Égypte, ensuite c'est suivi par une autre université sud-africaine, ensuite c'est suivi par quelques pays, donc j'ai dit Égypte, Maroc, donc voilà, Nigeria aussi, qui se retrouve là. Donc vous voyez bien qu'en bas, c'est performant, de l'Est, c'est un peu performant, en haut, Maghreb, ça va. Et l'Afrique francophone et l'Afrique subsaharienne francophone. L'Afrique subsaharienne, c'est très compliqué. Donc je me suis dit, puisqu'on va regarder plusieurs indicateurs en fait là-dessus. Donc alors du coup le rapport à la culture, le rapport à la religion, le rapport à un certain nombre de dimensions de l'histoire aussi, je trouve que dans la partie Afrique de l'Ouest, c'est extrêmement compliqué parce qu'on n'a pas réussi à mettre en place des systèmes qui soient efficaces et qui favorisent du coup la scolarisation, la place de la femme par exemple dans le système éducatif de ces pays-là. Quand vous regardez ça, vous avez donné des statistiques, je vais le dire d'une autre manière, pour une classe d'âge de 100 personnes, on va prendre des pourcentages, en fait, moins de 10% arrivent à l'enseignement supérieur. Pour une classe d'âge, moins de 10% arrivent à l'enseignement supérieur. Donc, vous avez compris, ça veut dire qu'il y a une forte déperdition. Et pour la même classe d'âge, moins de 0,5% de femmes arrivent à l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, en 2024. Aujourd'hui, en 2024. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une déperdition scolaire, mais qu'il y a une inégalité aussi, en fait. Et cette inégalité touche plus sévèrement les personnes qui sont les plus pauvres. Bien sûr. Et touche plus sévèrement les femmes, quel que soit en fait le milieu d'origine. Donc on voit bien que dans nos pays, on a beaucoup de défis en fait en matière de scolarisation, de l'intérêt accordé au système éducatif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous l'avez dit dans votre discours, la personne qui va aller à l'école, a une forte chance de connaître le chômage qu'une personne qui ne va pas à l'école. Le dire autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diplôme joue négativement sur le parcours de la personne. Et que donc, du coup, les populations voient cela. Donc les populations se disent quoi? Qu'il n'y a pas d'intérêt d'envoyer son enfant à l'école parce que finalement, son enfant sera au chômage, entre guillemets? Oui. Dans la plupart des cas, c'est ce que l'on voit, en fait. Tout à fait. Les chiffres montrent la réalité. Donc, un père qui voit son aîné, qui a étudié, il a investi, il a vendu ses arachides pour financer l'éducation de son aîné. Et l'aîné revient après 13 ans d'études, c'est-à-dire il a eu le baccalauréat, il revient à la maison, il n'a pas de boulot, il est là. Ça n'encourage pas le père de consentir les mêmes sacrifices pour envoyer à l'école les cadets qui sont là. Donc, c'est les résultats même de l'enseignement qui font que dans certaines zones reculées, les gens n'ont pas envie d'envoyer les enfants à l'école. Parce qu'on se demande, ça sert finalement à quoi? Puisque le but de l'école aussi, c'est quand même te donner les compétences pour une insertion professionnelle. Le papa qui se tue au labeur pour envoyer ses enfants à l'école, souhaite quand même les voir travailler derrière pour le soutenir en retour. Mais si en retour, il a plutôt un chômeur qui est à la maison, qui continue de manger ses sacs de riz, comment il sera encouragé à envoyer les autres à l'école? Exactement. Vous accompagnez pas mal de jeunes, notamment sur le continent africain et au Cameroun, pour leur insertion. Est-ce que vous le constatez tout ça? C'est-à-dire qu'ils ont des difficultés à rentrer sur le marché du travail, à trouver un emploi, à pouvoir subvenir à leurs besoins? Oui, tout à fait. On a un think tank 50 Afrique, un think tank entrepreneur où on accompagne un certain nombre de jeunes sur le leadership, le montage de projets et aussi sur l'insertion professionnelle. Et on a remarqué une chose, c'est que les plus jeunes, en fait, ils ne trouvent pas de travail. Peut-être par manque de compétences, aussi par manque de compétences par rapport au marché aussi. Donc on s'est dit qu'une des solutions, c'est évidemment l'entrepreneuriat. Et particulièrement l'entrepreneuriat technologique. Donc, on accompagne les jeunes sur tout ce qui est entrepreneuriat au niveau des systèmes d'information. Et malheureusement, la formation doit rimer avec l'insertion professionnelle. Et c'est ça le plus gros défi de nos États, de nos pays africains. Et effectivement, je pense que la jeunesse est une bombe à retardement. Comme je le redis encore, c'est 1 milliard de personnes d'ici 2063. Comment les former? Et surtout s'assurer qu'ils ont de l'emploi.
aussi. Merci beaucoup pour vos différentes analyses. On va faire une courte pause et puis on revient. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Vox Live, votre émission qui décrypte l'actualité africaine. De retour sur le plateau de Vox Live avec nos 3 invités ici présents. Alors aujourd'hui, on parle des systèmes éducatifs africains. Alors on le sait, on le répète, les systèmes éducatifs dans les pays africains font face à de nombreux défis qui entravent leur efficacité et leur capacité à produire des leaders compétents et patriotes. Donc j'insiste vraiment sur ces 2 mots, compétents et patriotes. Alors on va s'attarder dans cette deuxième partie d'émission sur vraiment les défaillances des systèmes éducatifs de nos différents pays. On va pouvoir les citer et expliquer pourquoi en sommes-nous là aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire pour éventuellement changer la situation. Donc on l'a dit avant la pause, il faut d'abord une volonté politique. Et aujourd'hui, est-ce que vous, qui êtes présents sur le plateau, avec différentes nationalités, différents engagements, différentes compétences, est-ce que vous pouvez dire qu'il manque cette volonté politique pour changer les choses? Eh bien, moi je pense qu'il y a je ne vais pas dire volonté, je vais dire il y a de bonnes ambitions, il y a des vœux en fait qui sont formulés. Au niveau local, on entend, quand je prends l'exemple là pour le coup, je vais rentrer dans le système éducatif malien que j'ai beaucoup analysé au cours des dernières décennies. Quand on regarde le fonctionnement de ce système éducatif, il y a un premier élément qui est alarmant, c'est l'instabilité ministérielle, l'instabilité institutionnelle en lien, en tout cas, de l'institution qui gère le système éducatif. Et donc cette instabilité joue en la défaveur d'une politique, en fait, d'une stratégie et d'une vision sur le long terme du système éducatif. Ça veut dire que chaque ministre qui arrive au bout de 4 mois, au bout de 5 mois, au bout de 6 mois, a une nouvelle vision. Et donc ça veut dire que le pays ne s'inscrit pas en fait dans une stratégie sur le long terme. Là où on a eu une véritable politique se pointer à un moment donné, c'était il y a deux décennies. Et donc c'était un village, un établissement. Donc vous avez vu, donc ça veut dire qu'on est allé sur une politique en fait de construction d'établissements sans que cela s'accompagne par la formation des enseignants ou que cela s'accompagne par une réflexion en profondeur sur les valeurs qui doivent être véhiculées dans le système éducatif et du coup la préparation des acteurs qui doivent conduire cela, la promotion de ces valeurs. Vous avez indiqué le patriotisme, on peut indiquer le civisme, on peut indiquer aussi un certain nombre de règles de vie sociale qui doivent être préparées. Et tout ceci, en fait, doivent être pensés et inscrites dans une stratégie politique sur le long terme, qui permet d'avoir une véritable vision de l'éducation, du système d'éducation, et qui a une vision aussi sur le monde dans lequel on va préparer, en tout cas le monde qu'on va laisser aux enfants. D'accord. Après, je suis totalement d'accord avec vous. Lorsque vous dites que ces différents changements, à savoir qu'on change de ministre de l'Éducation, etc., de gouvernement, va forcément empiéter ou avoir un impact négatif sur les différentes volontés, en tout cas sur les programmes mis en place. Mais normalement, la volonté doit être portée par le président. Et quand on parle du Cameroun, par exemple, vous avez un président qui est là depuis 42 ans. Cette volonté de réformer le système éducatif camerounais, donc finalement, il ne l'a pas eu en 42 ans de pouvoir. Alors, je dirais que pour la volonté politique, comme je disais tout à l'heure, il y a, disons, des déclarations de refonte du système éducatif, d'aide au système éducatif. Après, sur le terrain, c'est encore à voir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a vraiment des choses à faire. Par contre, ce qu'on observe dans nos analyses, c'est que dans les écoles privées, si on prend par exemple les écoles d'élite, genre Liberman au Cameroun, Tabi, Vote, le taux de baccalauréat est entre 90 et 100%. Mais le problème, c'est que le privé. Et il y a de plus en plus d'écoles privées et malheureusement, il faudrait généraliser ça aux écoles publiques. Et comme je disais, il y a des bons et des mauvais élèves. Et je pense que, je l'ai encore analysé, c'est dans les pays anglophones en fait que se trouvent disons, une forme de un plan marché éducatif, une forme de leadership sur ce plan en fait. Docteur Alfred Sawadogo, donc vous êtes co-initiateur de Emeraude Burkina Faso, donc vous êtes spécialisé sur ces questions-là, donc l'éducation. En effet, nous sommes un think tank qui réfléchit sur plusieurs questions de développement, dont l'éducation, et l'éducation occupe une place de choix dans nos domaines de réflexion.
Alors, pour revenir justement sur la volonté politique, pour moi, il y a une volonté politique. Il y a de la volonté politique, on ne peut pas le nier. La preuve est que lorsqu'on fait le bilan chaque année, voilà, il y a des centaines d'écoles qui sont ouvertes, il y a des manuels scolaires qui sont achetés, il y a des bourses qui sont octroyées, il y a des enseignants qui sont recrutés à chaque campagne. Voilà. C'est important de le dire. Voilà, dire que rien n'est fait, ce serait être malhonnête. On ne veut pas être malhonnête, on est conscient des efforts qui sont faits, des progrès qui sont réalisés, mais le problème c'est que les progrès ne sont pas à la hauteur du besoin, puisque à peu près 70% des Africains ont moins de 30 ans. Et donc, quand on a une population aussi jeune, c'est-à-dire que le besoin, il est immense, le défi, il est immense. Et quand le défi est immense, les efforts doivent être proportionnels. J'ai le sentiment pour le système éducatif, qui est un des problèmes au Mali, c'est qu'on va parler du financement de cette question. Quand vous regardez le système éducatif malien, en fait, il n'y a aucune cohérence dans les politiques et dans les stratégies éducatives. Ça veut dire que dans le même système éducatif, on a une approche syllabique, on a une approche, ce qu'on appelle l'approche par compétence, dans le même système éducatif. Pourquoi? Parce que les partenaires techniques et financiers qui vont développer en fait une stratégie de financement de l'éducation vont dire, si vous voulez obtenir tel ou tel financement, vous devez faire telle ou telle chose. Donc ça veut dire que c'est une espèce de pilotage à vue de cette manière. Et donc à partir de là, dans le même système éducatif, il y a une diversité de pratiques. À Bamako, à Ségou, à Sikasso, vous allez voir que les enfants n'étudient pas la même chose. Et puis la stratégie de la langue nationale, vous en avez parlé, moi je pense que c'est parfois une erreur dans un monde qui cherche à être hyper connecté, d'être dans un repli sur des langues en fait, qui ne favorisent pas les communications. Si vous voulez enseigner en bambara par exemple, à un moment donné, et que vous arrêtez le français ou l'anglais, ou que vous limitez le poids de cela, comment faire pour échanger avec le monde, comment faire pour... Donc pour vous, ce n'est pas judicieux de remettre les langues nationales dans le système éducatif, les systèmes éducatifs africains? Quand on regarde le fonctionnement, quand on regarde l'ouverture au monde, je crois que c'est un discours qui plaît à beaucoup de gens, par sentiment, par fierté, par autre chose. Mais quand on regarde l'objectivité de la démarche, le langage informatique, le langage mathématique, ou un certain nombre d'outils sur lesquels on travaille dans le système éducatif qui permettent de faire mieux, ou qui permettent d'aller de mieux vivre dans nos sociétés, c'est réalisé dans des langages qui sont beaucoup plus dominants, qui sont oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui empêche d'avoir ces langues nationales quand même dans les programmes des enfants? Je pense que ça peut être important, notamment quand on parle du côté patriotique, du développement de ce côté patriotique hyper important pour le développement du continent africain. On a besoin d'enfants patriotes. Alors moi, j'ai plutôt une analyse un peu différente. Je plaide plutôt plus sur du bilinguisme ou du trilinguisme, c'est-à-dire que il faut des langues ouvertes au monde, l'anglais, le français et même le chinois aujourd'hui. Mais surtout, il faut aussi des langues nationales, comme par exemple le Swahili Yoruba, parce que n'oublions pas, d'ici 2063, on sera 2 milliards, un quart de la population mondiale, en fait. Donc, normalement, l'Occident même va apprendre le Swahili, le Bambara, etc., pour pouvoir tout simplement travailler avec l'Afrique. Oui, c'est pour ça que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais il faut quand même des langues internationales pour communiquer avec le monde, que ce soit pour les aspects de recherche, pour les aspects informatiques et autres. C'est vrai que les langues internationales, l'anglais, le français, doivent être présentes dans les manuels scolaires. Et justement, si on parle de patriotisme, je pense qu'on doit mettre en avant les auteurs de nos œuvres africains. Aujourd'hui, je pense que beaucoup, vous l'avez dit tout à l'heure, notre système éducatif est beaucoup basé sur ce qui se fait à l'extérieur des pays occidentaux. Or, aujourd'hui, la plupart de nos enfants connaissent par exemple le conte de La Fontaine et autres, mais très peu d'auteurs africains. Donc, je pense qu'il faut peut-être mettre des manuels d'auteurs africains et par exemple, une œuvre comme l'Histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO, où on parle vraiment de l'histoire de l'Afrique du début jusqu'à aujourd'hui, peut être indispensable. Pour le coup, je vous pose la question, Dr Alfred Sawadogo. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école au Burkina Faso, par exemple? Quels sont les manuels qu'on utilise? Quelle est l'histoire
En tout cas, si je pouvais juste rebondir sur la question des langues. Bien sûr, je vous en prie. Voilà, en fait, l'introduction des langues africaines dans le système éducatif africain ne date pas d'aujourd'hui. Il y a notamment 2 illustres africains qui en ont parlé. Il y a le docteur Moumouni Diofo, qui en a parlé dans son livre intitulé L'éducation en Afrique. Ça remonte très loin, je n'ai plus la date exacte, mais ça remonte très loin. Le professeur Joseph Kizerbo, premier professeur africain agrégé d'histoire également, qui en a parlé. Ils défendent leur thèse en disant que ça va ancrer les enfants dans le socle culturel, dans le socle identitaire africain. C'est important. Voilà, ça s'entend, c'est un argument qui s'entend. Mais moi, personnellement, je trouve qu'avec tout le respect que je dois à ces éminences, pour moi, ce n'est pas la priorité. Voilà, c'est un défi, oui, mais secondaire. Parce que si je cite justement ces 2 illustres personnages, ils ont brillé, mais durant leur cursus, on ne les a pas forcément enseignés dans des langues africaines. Mais le professeur Joseph Kizerbo, voilà, il est reconnu dans le monde entier. Moumouni Diofo, un peu moins, mais également, il était brillant. Donc, pour moi, en fait, il y a plusieurs défis. Et si on s'amuse à vouloir se lancer dans tous les défis, on s'en sortira pas. Donc, voilà, pour moi, il y a un ordre de hiérarchie, un ordre de priorité à établir. Pour moi, la priorité, c'est promouvoir l'éducation scientifique et technologique. Pour les langues, voilà, c'est un défi secondaire, à mon avis. Donc, pour les langues, on a bien compris. Maintenant, la question que je vous pose à chacun, c'est qu'est-ce qu'on apprend, quels sont les manuels dans l'école, à l'école malienne, à l'école burkinabé, à l'école camerounaise, l'histoire. Quelle est l'histoire qu'on apprend dans ces écoles-là? Ces pays-là sont basés sur quel système éducatif? En tout cas, le parallèle est-il fait avec les écoles françaises, avec les écoles américaines, avec les écoles anglaises? Comment c'est mis en place? Le système éducatif malien, par exemple, il est calqué sur le modèle français. Donc ça veut dire qu'il y a la survie des différents manuels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une démocratisation des manuels réalisés en Afrique. Il y a beaucoup de compatriotes qui travaillent sur des manuels scolaires et qui se battent pour que ces manuels scolaires soient reconnus. Qui se battent, pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Qui se battent, puisque la question de la publication, la question des impressions se pose, la question des coûts qui sont liés à cela aussi se pose. Et en face, c'est une concurrence qui est presque déloyale parce que pour la promotion de certains systèmes, pour la promotion de certaines approches, il y a un financement qui est derrière. Donc ça veut dire que les établissements scolaires, les enseignants et même parfois l'administration est prise en tenaille par l'impossibilité de faire la promotion des manuels locaux et du coup l'intérêt pour les manuels qui viennent de l'extérieur parce que c'est financé, parce que voilà. Donc du coup ça crée un véritable problème puisque vous ne pouvez pas parler d'indépendance ou d'autonomie si à un moment donné vous êtes en fait à la merci des financeurs qui vous disent quoi faire, qui vous disent quoi mettre dans votre programme. C'est typiquement ce qui se passe dans nos pays. Vous prenez ces différents pays, vous allez voir que la question du financement, l'État consacre des parts de budget très peu élevées et donc du coup le reste est utilisé vient par les partenaires techniques et financiers et donc qui viennent avec des logiques, sont financés en fait par les agents de développement international. Donc à partir du moment où votre système d'éducation est financé par l'extérieur, vous ne pouvez pas vous développer dans ce système. Parce que ce n'est pas collé à une vision stratégique qui vient du terrain. C'est une vision qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire, nous savons ce qui est bien pour vous et nous allons vous pousser à le mettre en œuvre parce que nous savons mieux penser que vous. Bien sûr, ça, pas du tout adapté aux réalités africaines. Pour moi, je crois que le véritable combat, c'est là-dessus. On parle de patriotisme, on parle d'indépendance. C'est de pouvoir trouver notre indépendance avec des systèmes éducatifs qui sont totalement affranchis, du coup, des tutelles internationales. Pour moi, les systèmes éducatifs, vous avez vu quel pays venir financer le système éducatif français? Bon, je ferme la parenthèse, mais en tout cas, pour nos pays, la question se pose. À mon avis, c'est une responsabilité pour les États de se préoccuper de leur système d'éducation. Et bien, donc ça veut dire que de consacrer une part de budget suffisamment élevée pour ne pas être à la merci de l'extérieur. Et c'est très important ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, clairement, majoritairement, dans beaucoup de pays, en tout cas africains, on sait que le système éducatif, les systèmes éducatifs sont sous-financés, donc il n'y a pas l'argent nécessaire, les budgets alloués ne sont pas suffisants pour pouvoir avoir une école publique, j'insiste sur le mot public, permettant de former, donc encore une fois, cette jeunesse africaine. Et donc, vous, clairement, quels sont les dispositifs, quels sont les éléments qu'on peut mettre en exergue qui permettraient éventuellement de renverser un peu la balance?
Effectivement, la question du financement est au cœur des problématiques parce que lorsque vous demandez aux dirigeants pourquoi ils n'arrivent pas à faire ceci ou cela, ils vont vous dire que voilà, on n'a pas les fonds pour cela, on n'a pas les fonds alloués à cette cause. Trouver les financements, je trouve que en tant que dirigeant, on ne peut être assez créatif, on peut avoir de la stratégie pour capter les ressources et financer l'éducation quand on le souhaite. C'est-à-dire quoi? On peut notamment établir des partenariats, quand je parlais surtout, parce que moi mon focus c'est la formation d'ingénieurs et de techniciens, voilà, vous l'aurez compris. Pour former ces techniciens et ces ingénieurs, on peut nouer des partenariats avec des pays du Nord, voilà, qui ont des écoles, qui ont des budgets conséquents alloués à la recherche. En fait, sur le plan international, il y a de la coopération sur les questions scientifiques, ce qu'on appelle science diplomacy, la diplomatie scientifique. Donc, on doit jouer sur ces leviers de diplomatie scientifique, par exemple, pour avoir des partenariats, avoir des collaborations avec des laboratoires, des scientifiques de renommée mondiale qui vont également nous soutenir, que ce soit sur le plan humain, sur le plan technique, sur le plan financier. Donc, pour moi, il faut jouer sur les leviers qui existent déjà, notamment en matière de coopération, que ce soit avec les pays du Nord ou entre nous les pays du Sud. Bien sûr. Et donc c'est important parce que effectivement, c'est bien d'avoir le financement nécessaire. Maintenant, il faut allouer cet argent-là au bon endroit et notamment dans la formation des enseignants. Ça, c'est primordial aujourd'hui parce que aujourd'hui, dans l'école publique, on le sait tous, le niveau des enseignants n'est pas à la hauteur de nos attentes et notamment pour les défis quand on parle d'éducation en Afrique. On est d'accord? Tout à fait. Et enfin, je vais rebondir sur un point, c'est que je prône pour prendre le meilleur de tout. C'est-à-dire que le système francophone est là, ça a ses avantages aussi. Par exemple, dans les matières mathématiques, la France est parmi les meilleurs. Le système anglophone, dans les matières business, l'anglais, c'est la langue de communication pour faire du business. Par contre, nous, on doit avoir des langues nationales pour l'identité, les questions d'identité, les questions littéraires. Maintenant, pour revenir sur la formation des enseignants, je dirais qu'elle est même primordiale parce que les enseignants, ce sont eux qui donnent les valeurs aux enfants, qui les donnent les différentes connaissances. Et donc, pour former il y a plusieurs moyens, c'est-à-dire qu'il y a pour former les enseignants, il y a par exemple le moyen numérique. Typiquement, je sais que la Banque africaine de développement a mis en place une formation virtuelle des enseignants pour leur mise à jour de leurs compétences. Il faut aussi réduire et c'est vrai, les capacités des classes. Parce qu'on a beau les former, mais si tu as une classe de 10 000 personnes, de 1000 personnes ou de 100 personnes, c'est différent d'une classe de 40 personnes. Et pour ça, c'est le financement. Et je pense que pour le financement, aujourd'hui, on a remarqué quelque chose, c'est que les pays comme la Corée du Sud, où tu as 20 à 25% du budget qui est alloué à la formation et à l'éducation, ça sent mieux. La Côte d'Ivoire, le Sénégal ont alloué 20 à 25% de leur budget à l'éducation. Aujourd'hui, c'est bizarrement sont les locomotives de l'Afrique de l'Ouest. Bien sûr, tout s'explique. Ce qu'il faut ajouter à tout ça sur le financement, c'est que parfois l'argent ne va pas là où il devrait aller. La question de la corruption, en fait, on n'en a pas parlé. Je ne vais pas parler que de thématiques négatives ici, mais puisque là, il y a une solution en face, c'est la question de la gestion transparente, le numérique, etc., qui peuvent répondre à un certain nombre de questions. Je vais vous donner une petite anecdote où j'ai assisté à un programme qui finance le système éducatif malien, un programme qui finance à des hauteurs, à des millions, des milliards, je dirais, de CFA. Quand on est à l'échelle du CFA, c'est des milliards. Et donc, on est allé à la restitution de ce programme, au bilan de ce programme. Donc, écoutez bien, il y a eu 80% dans ce que les experts nous ont présenté. Donc, on était tous là. Il y a eu 90% de décaissement du budget et 20% de réalisation de l'activité. Et donc, après, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais comment ils ont osé annoncer ça publiquement? Donc vous voyez bien que ça veut dire que 90% de décaissement, on se pose la question, mais qu'ont-ils fait avec l'argent? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent? Pour moins de 20% même de réalisation des projets. Donc c'est extraordinaire, l'écart entre les deux. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un énorme défi pour contrôler tout ça. Ça veut dire que le système éducatif doit être assaini. Parce que si on présente ce type de modèle, puisque aujourd'hui, moi je crois qu'on est dans une question de modèle. La démocratie, c'est une question de modèle. La compétence que vous citez, c'est une question de modèle. Si on montre aux gens que la méritocratie, ce n'est pas
par ses efforts personnels, mais uniquement parce qu'on est issu de telle ou telle famille, ou on est issu de tel ou tel groupe, mais ça ne fonctionne pas. Et dans le système éducatif, ce sont ces modèles-là qu'on doit brandir. Mais si la corruption est beaucoup plus présente dans le système éducatif qu'ailleurs, donc à un moment donné, on se demande qui est-ce qui va nous permettre qu'est-ce qui va nous sauver? Puisque vous avez dit, l'éducation, c'est la meilleure arme, et c'est l'éducation qui permet en fait aux populations de se développer. Mais c'est pour ça que finalement, on va revenir encore et encore. Oui, on reviendra sur la gouvernance, la qualité de la gouvernance, voilà, parce qu'on parle sur le patriotisme. Alors, sur le patriotisme, bon, moi, j'aimerais clarifier certaines choses. Parce que pour moi, le patriotisme, comme le disait un penseur américain, c'est comment nous répondons aux problématiques nationales. Bien sûr. Voilà. Pour moi, le patriotisme, ça ne consiste pas à crier que je suis patriote, à afficher le drapeau partout. Voilà, mais voilà, ce sont les enjeux, voilà, et notre manière de répondre aux enjeux nationaux. Exactement. Et pour moi, tout individu, à quelques exceptions près, tout le monde aime son pays, quoi. Voilà, on ne va pas chipoter sur ça, tout le monde aime son pays. Mais la manifestation ou l'expression du patriotisme maintenant dépendra des conditions aussi dans lesquelles notre pays nous met. Je prends l'exemple justement des personnes qui chôment. Au Burkina Faso, moins de 20% d'insertion professionnelle. Tu finis tes études, tu n'as pas du boulot pendant 5 ans. Comment tu vas exprimer ton patriotisme dans une telle situation? Donc pour moi, tout le monde est patriote. On est quasiment tous patriotes, mais il faut que l'État aussi... Tout le monde est patriote sauf là-haut? Non, pas sauf là-haut. Là-haut, mais pour le coup, je prends l'exemple de... Oui, là-haut, justement... Bah oui, parce que c'est le problème, ça part d'en haut. Oui, mais celui d'en bas n'est pas patriote parce que celui d'en haut non, tout le monde, même ceux qui sont en haut, ils ont été d'abord en bas avant de monter. Je parle de ceux d'en haut aujourd'hui. Voilà. En fait, ceux qui sont là-haut, là-haut répond à une autre logique. Voilà, là-haut, ceux qui sont dans les sphères de décision... C'est quoi? Voilà, parce qu'il faut étudier même le mécanisme d'ascension politique des gens. C'est assez complexe, c'est un sujet assez complexe. Voilà, mais ce que je peux dire, c'est que moi, je crois beaucoup en l'engagement des forces citoyennes pour faire changer les choses. Donc, le professeur sénégalais, voilà, Souleymane Bachir Ndiaye disait que les hommes politiques ou les dirigeants ne se bougeront que sous la pression des populations. Voilà pourquoi j'ai cofondé un think tank, voilà pourquoi j'écris des articles, voilà pourquoi je prends la parole dans l'espace public pour affirmer mes convictions, essayer de soulever, de mobiliser des forces citoyennes pour imposer ces points aux dirigeants. Demain, si nous sommes 5 millions, 10 millions de Burkinabés à dire qu'il faut prioriser l'éducation scientifique et technologique, mais les dirigeants vont se plier. Donc pour moi, l'enjeu, c'est gagner l'opinion publique pour faire changer les dirigeants. C'est beaucoup, je dirais beaucoup d'engagement sur le terrain, puisque on va passer rapidement sur le système de promotion, mais il ne faut pas qu'on passe rapidement sur ce système de promotion, parce que c'est ce qui détermine tout. C'est-à-dire le système de promotion sociale, dans chaque société, en fait, les sages ou je dirais les adultes, utilisons ce mot, les adultes vont mettre en place un système organisationnel pour que les meilleurs d'entre eux puissent accéder. C'est comme ça en fait que ça devrait se passer ailleurs, que ça se passe ailleurs, que ça devrait aussi se passer chez nous. Ça veut dire que les gens qui ont véritablement les compétences doivent être poussés à occuper des responsabilités qui leur permettent de l'exprimer. Or, malheureusement, quand on regarde beaucoup de nos systèmes, la promotion en fait, ne se passe pas de cette façon linéaire. La promotion se passe par une autre manière. Et puis, n'oublions pas une autre démarche, c'est qu'il peut y avoir des individus, bien sûr, qui étaient très animés, très compétentes au démarrage, mais quand ils arrivent sur des postes, sur certaines fonctions, et bien du coup, il peut y avoir une forme d'immobilisme. Moi, je l'ai constaté, en fait. Quand on a travaillé sur des débats sur l'éducation, je me suis rendu compte que, en fait, autour, parfois, de la table, des personnes qui ont eu un parcours, eh bien, à un moment donné, je crois, ils étaient perdus par rapport à l'orientation de ce monde. Et des gens qui sont perdus par rapport à l'orientation du monde actuel, comment vous voulez qu'ils conçoivent des programmes pour les futures générations? C'est assez compliqué. Parce qu'il faut être, quand on a parlé d'outils numériques déjà autour de la table, il y en a qui avaient envie de partir par la fenêtre, mais des gens qui doivent concevoir le programme en fait pour les années à venir. Or, toi, quand je vous entends, ça me paraît difficile de changer les choses. Ben, disons parce que finalement... Mais on continue de se battre. Oui, la question est complexe, parce qu'il s'agit de changer la gouvernance, et on ne change pas la gouvernance d'un pays par un claquement de doigts. Je pense qu'on doit continuer le plaidoyer, c'est important. Sur d'autres thématiques comme le franc CFA, avant, c'était un sujet extrêmement difficile. Aujourd'hui, à force de plaidoyer et d'engagement, c'est devenu un sujet qu'on met plus sur la table, sur l'espace public et au niveau des sphères de décision. C'est la même chose avec l'éducation.
On a parlé de l'engagement citoyen à travers la société civile, à travers la formation, à travers le plaidoyer des analyses, à travers des actions. Et c'est en continuant comme ça, en fait, que les choses peuvent changer. Il faut continuer à poser des actes, quoi qu'il en soit, un jour, ça bougera. Donc, on rappelle aujourd'hui, vous avez peut-être donc un président, un ministre qui vous regarde. Donc, qu'est-ce que vous diriez ? Quelles sont les choses à prendre, les mesures à prendre d'urgence pour le continent africain, et notamment l'Afrique subsaharienne ? Alors, pour moi, tout de suite, il faut renforcer le contenu scientifique et technologique de l'éducation. Moi, je pense qu'il faut reconstruire nos systèmes d'éducation, de formation, à partir d'un temps nécessaire qui va être consacré, non pas à des débats, à des forums, mais à une véritable analyse, en fait, de nos systèmes, de nos contextes, pour concevoir des programmes qui soient à l'image de cela. Ça veut dire que accepter de révolutionner nos programmes. Et aujourd'hui, personne n'arrive à porter en tout cas cette démarche. J'ai envie de dire que nos systèmes d'éducation ne fonctionnent pas. C'est ce que vous avez entendu dans nos discours. Et puisque nos systèmes d'éducation ne fonctionnent pas, c'est une question de survie. Exactement. Soit on arrive à survivre, à nous adapter aux nouvelles réalités, ou on n'y parvient pas. Donc réformer les systèmes éducatifs africains. Moi, je dirais que deux choses, c'est au niveau du financement, le budget, 25% du budget de l'État lié à la formation et à l'éducation, et s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, spécialement en Asie, le dragon asiatique, à Corée du Sud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont parmi les meilleurs, les centres de technologie, misés sur le capital humain. Et donc, et aussi, si on regarde bien le système de Hangwon, c'est-à-dire le bac, la plupart des écoles sud-coréennes, en fait, ont ce système qui permet aux étudiants d'avoir des cours supplémentaires de 18h à 22h. Donc, il faut renforcer le capital humain, former plus d'ingénieurs, former plus dans les matières scientifiques et surtout le financement, 25% du budget. Après, vous allez me dire que c'est un peu le chat qui se mord la queue, mais enrayer la pauvreté parce que forcément, la pauvreté va empêcher, en tout cas, les parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Ce n'est plus une priorité d'envoyer son enfant à l'école quand on ne peut pas manger. Oui, mais justement, il y a une porte de sortie, parce que si on forme majoritairement les gens dans tout ce qui est sciences et technologies, le peu qu'on aura formé, ils seront productifs, ils vont produire, l'économie va plus se développer, et donc on pourra envoyer plus d'enfants à l'école, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour moi, c'est miser vraiment sur le peu qu'on a là, qu'ils puissent être formés dans des domaines qui sont réclamés par le marché de l'emploi, et il y aura un effet boule de neige qui va se passer. D'accord, selon vous, miser, financer les systèmes éducatifs va pouvoir enrayer donc, la pauvreté de manière conséquente? Pour moi, prioriser les filières scientifiques et technologiques vont permettre d'avoir des gens qui sont productifs à la sortie de la formation, qui seront employés par le marché de l'emploi, et ils seront productifs, c'est-à-dire ils travaillent dans des entreprises, dans l'administration, ça crée de la richesse, et avec la richesse produite, c'est-à-dire le PIB augmente, et on peut par exemple augmenter le budget de l'éducation parce que le PIB aura augmenté. D'accord. Maintenant, on va quand même parler des exemples de réussite, c'est-à-dire que sur le continent africain, juste réagir là-dessus, puisque j'ai une position qui est à côté, une position qui est à côté, qui consiste à dire que je ne serai pas dans une opposition matière scientifique ou matière littéraire. Je serai dans un raisonnement qui consiste à s'appuyer sur les richesses des régions, sur les spécificités des régions, pour concevoir des parcours de formation qui permettent aux régions de s'en sortir. Donc, si ça passe par plus de sciences, si ça passe par plus de numérique, si ça passe par plus d'agriculture, si ça passe par autre chose. Donc on s'appuie, par exemple, il y a des zones minières, il y a des zones d'agriculture, il y a des zones qui, dans l'agriculture, qui sont spécialisées dans telle ou telle chose, il y a des zones qui sont plutôt centrales, qui font du commerce. Donc vous avez vu, les réalités régionales, analyser les réalités régionales, concevoir des parcours de formation qui s'inspirent des réalités régionales. Et d'ailleurs, on lutte contre l'exode en faisant cela. Et on permet aux personnes... Donc vous voulez personnaliser les programmes en fonction des régions, en fonction des besoins des régions. Et donc du coup, on développe un programme de formation. Oui, j'entends bien ton argument, mais tu as parlé d'agriculture. L'agriculture est basée sur la science et la technologie. Les semences, la mécanisation, c'est basé sur la science et la technologie. Donc, c'est effectivement pertinent d'adapter en fonction des régions, mais même avec cette adaptation, pour moi, on ne pourra pas se passer de sciences et de technologie parce que nous sommes dans un monde scientifique et technologique. Tout tourne autour des sciences et des technologies. Regardez, depuis que vous vous levez jusqu'au moment où vous vous couchez, la plupart des outils que vous utilisez, c'est fait à base de sciences et de technologie. Se nourrir, se déplacer, communiquer.
ce sont des outils de sciences et de technologie qu'on utilise. L'intelligence artificielle, c'est autre chose. Donc, vous avez vu, le développement, ce que je veux dire par là, c'est que quand on s'appuie sur les réalités locales, eh bien, ça va aller chercher tout ce que la nature nous offre de meilleur. Et tout ce que la nature nous offre de meilleur, la psychologie en fait partie, les sciences humaines et sociales en font partie, la communication, le leadership, puisque... Donc l'un n'empêche pas l'autre, on peut investir dans les sciences, mais il ne faut pas oublier effectivement... Donc les réalités locales, c'est de cette manière qu'on pourra impulser. On est totalement d'accord. Mais néanmoins, on ne peut pas terminer cette émission sans parler quand même des exemples plutôt de réussite lorsqu'on parle d'enseignement, à savoir le Rwanda quand même qui est souvent cité en exemple lorsqu'on parle de réussite en matière de réforme éducative. On a aussi bien sûr le Ghana également. Ce sont des pays qui ont massivement investi dans leur système éducatif, il faut le dire. Il y a le Kenya aussi qui a fait pas mal de réformes éducatives. Donc oui, ça fonctionne. Oui, en tout cas, les pays ont testé. Oui, il y a des résultats probants à la fin. Et c'est très important. Pour le coup, ce sont des pays voisins qui ne sont pas très loin. Ce n'est pas l'Occident, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Angleterre, c'est l'Afrique. Et c'est très important de se focaliser sur les réussites africaines, avant tout. Tout à fait. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est surtout les pays anglophones. C'est-à-dire c'est les pays où, en fait, où il y a une certaine forme de gouvernance serviteur et aussi, en fait, typiquement, tous ces pays comme le Rwanda, le Kenya, le Botswana aussi, c'est les pays où on a mis beaucoup l'aspect sur l'entrepreneuriat numérique, donc pour réduire le chômage et donc permettre l'insertion entrepreneuriale des jeunes. Et je dirais que paradoxalement, c'est aussi des pays qui ont beaucoup misé du point de vue budget sur la formation. Et on le voit, le taux de croissance du Rwanda, c'est à 2 chiffres depuis 10 ans et tout. Ghana, pareil. Par contre, en Afrique francophone de l'Ouest, il y a deux élèves, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal, où toujours le budget c'est de 20-25%. Et pareil, c'est des pays où en fait le taux de croissance sont aussi à 6%, 8%. En tout cas, on voit qu'il y a une corrélation entre l'investissement dans l'éducation et la croissance économique des différents pays. Pour terminer, vous avez 30 secondes chacun et on clôture cette émission. Alors, je finirai par ce que j'ai dit tout au long de l'interview, c'est-à-dire nous sommes dans un monde de sciences et de technologie. Pour que l'Afrique puisse s'en sortir, il faut que nous formions le maximum de techniciens, d'ingénieurs, de scientifiques. Les chiffres montrent qu'on a besoin d'un peu plus de 1,3 million d'ingénieurs en Afrique. Donc, il y a un déficit criard. Pour moi, focalisons-nous là-dessus. Il y a plusieurs priorités, mais il faut hiérarchiser les priorités pour être plus efficace. On les forme, mais aussi on peut les faire venir. Par exemple, il y a des téléspectateurs qui nous regardent, qui sont un peu partout dans le monde, notamment la diaspora. Est-ce que c'est intéressant et important que ces diasporas formées reviennent sur le continent africain? Tout à fait. La diaspora, c'est un vivier de compétences. Et sur le continent, la diaspora peut apporter un plus, souvent même plus conséquent que ce qu'elle fait déjà à l'extérieur, parce que les besoins sont encore plus énormes en Afrique. Le message est passé, l'annonce est passée. N'hésitez pas à rejoindre le continent africain. Je continue avec vous. Eh bien, moi, ce serait, l'économie de la connaissance. Cette économie de la connaissance, aujourd'hui, c'est dont on a besoin, c'est ça, c'est l'intelligence. Aujourd'hui, le monde, il est dans un fonctionnement, quand vous regardez les crises dans le monde, quand vous regardez cela, donc c'est la crise des modèles, la crise économique, la crise idéologique, etc. Donc face à ces crises, qu'est-ce qu'il nous faut? Mais il nous faut, c'est Darwin qui le dit, les animaux qui arrivent à assurer leur adaptation au monde et bien survivre, mais les autres finissent par disparaître. Donc aujourd'hui, il est vital pour nous de réussir notre adaptation à ce monde. Donc ça veut dire qu'on a une force vitale, la jeunesse, la force, mais cette force a besoin d'être formée pour qu'on soit aussi au rendez-vous de l'économie de la connaissance. La connaissance n'est pas réservée à d'autres. Nous pouvons l'acquérir aussi si on pose les bonnes questions. Nous pouvons et nous devons surtout l'acquérir. C'est primordial pour le développement du continent africain aujourd'hui. Il est temps. Alors moi je dirais que la réforme du système éducatif c'est un défi. C'est un défi aussi pour aider la jeunesse africaine. Et surtout, en fait, je dirais qu'aujourd'hui, en 2063, je le redis, il y aura 1 milliard de jeunes. Donc, pour moi, il faut beaucoup miser. Et c'est ce que nous faisons à travers notre don de temps sur l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat numérique. Au-delà, en fait, de faire des plaidoyers, des analyses, c'est vraiment être sur le terrain, mettre des actions concrètes pour aider les jeunes. Du coup, voilà. Voilà, merci à tous, merci à nos différents invités. Je rappelle le thème. Un système éducatif performant pour former ou voir naître des Africains patriote et éclairé, indispensable pour l'essor de notre continent. Mesdames et messieurs, vous étiez sur Vox Africa pour votre émission Vox Live. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro.
Vox Africa. Vox Live, votre nouveau rendez-vous. Retrouvez-moi tous les soirs du lundi au vendredi à 18h30 GMT pour parler d'actualité africaine. Vox Africa.